si Vladimir Poutine avait peur de Donald Trump. C'est la thèse avancée par Volodymyr Zelensky. Dans une interview donnée à l'occasion de la nouvelle année, le président ukrainien aborde donc ce que pourraient être les prochaines négociations et ça pourrait ne pas se passer comme prévu parce que donc Vladimir Poutine aurait quelques craintes. Écoutez. Je crois que Vladimir Poutine a peur de Donald Trump et c'est pour ça qu'il fait en sorte que la voix du Kremlin rentre dans l'administration de Donald Trump d'une façon ou d'une autre. Donc c'est une thèse assez intéressante qu'on va analyser avec nos invités. Vincent Crouzet, bonjour. Bonjour Magali. Expert en renseignement, écrivain, auteur de Comment vivre dans un monde en guerre. Michel Derzanski, bonjour. Bonjour. Enseignant à l'ESJ Lille, auteur de Comprendre les fractures du monde contemporain aux éditions Hatier. Et le général François Chauvency, bonjour. Bonjour. Consultant en géopolitique. Général, est-ce qu'il peut avoir raison? Vladimir Poutine, effectivement, pourrait avoir peur de Donald Trump ou pas? Je ne crois pas que Vladimir Poutine ait peur de qui que ce soit aujourd'hui. Voilà. Donc, en revanche, qu'il puisse avoir des inquiétudes, ce qui n'est pas tout à fait pareil, sur comment la crise ou la guerre se résoudra. Oui, forcément, ça rentre dans les calculs, je dirais, géopolitiques de n'importe quel dirigeant en guerre. Et je pense qu'effectivement, avec le président Trump à venir, imprévisible, comme on ne cesse de le dire, et ce qui est vrai, nul ne sait ce que Trump va sortir du chapeau. Donc, il peut y avoir une inquiétude sur comment va se dérouler finalement la fin de la guerre, si elle peut être annoncée aujourd'hui. Voilà, donc c'est une réalité. Donc, qu'il ait peur, je ne crois pas. Qu'il soit inquiet, oui, mais je pense qu'il y en a d'autres qui sont aussi inquiets que lui. Il s'appelle Zelensky. Oui, effectivement. Il ne craint personne, Vladimir Poutine? Ça, je suis pas dans sa tête, mais je pense que à ce niveau-là, de responsabilité et je dirais d'irresponsabilité avec l'opération qu'il a mis en place d'invasion de l'Ukraine. La question, c'est aujourd'hui pour Zelensky, c'est d'essayer de se mettre dans les petits pas de Trump et d'essayer de déchiffrer à sa manière qu'est-ce que pourrait être la dynamique que pourrait mettre en œuvre Trump pour les mettre autour de la table et arriver à sortir quelque chose de cette table. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on sait que ce ne sera pas un traité de paix. Ce sera quelque chose qui sera gelé au niveau des terrains gagnés. Donc je pense que c'est ça. Et que c'est une manière pour Zelensky de dire que lui, il a compris où voulait en venir Trump. Je ne suis pas certain qu'il l'ait compris. Mais je pense que c'est une communication aujourd'hui politique qui est d'expliciter que l'Ukraine sait où elle va avec le futur président Donald Trump. Évidemment, il y a une communication du président Volodymyr Zelensky, on l'a tous compris et on sait pourquoi. Parce que le compte à rebours est enclenché avant l'arrivée de Donald Trump. Mais on avait envie de jouer le jeu aujourd'hui. Et si effectivement Vladimir Poutine pouvait le craindre? Et on aurait pu penser qu'il y a quelques mois que c'était l'inverse. Est-ce que Trump en fait redoutait Poutine, puisque on se souvient des soupçons de collusion entre les deux hommes, notamment suite au concours de Miss Univers en novembre 2013, où pareil, il y a une vidéo formidable qui circule sur les exploits de Trump avec deux escortes à l'hôtel Ritz de Moscou, que détiendraient en fait les Russes. Alors, mais on ne sait pas trop si cet extrait vidéo tient du fantasme ou pas. De la légende. Mais en tout cas, ce compromat n'aura absolument aucun impact sur l'électorat de Trump. On l'a vu avec les affaires, de manière diverse, n'ont absolument pas fait bouger en fait les choses. Et puis, vous savez, il y a eu 2 enquêtes fédérales qui ont échoué, l'une menée par Robert Mueller, l'autre par John Durham. Plus une commission d'enquête au Sénat de la commission du renseignement, qui a quand même émis près de 1000 pages de documents concernant l'influence russe sur la campagne de 2016. Et tout ça, finalement, n'a servi à rien. Ce qu'on a appelé le Russiagate, en fait, a totalement échoué. Mais quand il dit, Zelensky, il dit, mais s'il n'avait pas peur, il ne ferait pas ce qu'il fait, c'est-à-dire infiltrer comme ça l'administration Trump. De quoi parle-t-il ? Alors, infiltré, je ne sais pas. En tout cas, en ce moment, depuis quelques jours, on sait qu'il y a des points de contact qui sont effectués entre les deux hommes par des personnalités indépendantes,
par l'intermédiaire aussi sous l'égide de pays tiers. On parle notamment des Émirats arabes unis. D'ailleurs, les Émirats arabes unis, comme par hasard, ont joué un rôle dans la négociation où 150 prisonniers ukrainiens ont été relâchés la semaine dernière. Il y a quelques jours, même. Oui, il y a quelques jours. C'est l'émir des Émirats arabes unis, donc qui a joué ce rôle-là. Et auprès de lui, il y a un Américain qui s'appelle Eric Prince, qui est l'ancien patron de Blackwater, donc la boîte de mercenariat, et qui est le conseiller en sécurité en fait de MBZ, l'émir des Émirats arabes unis, qui est très proche de Trump et de Steve Bannon. Et ce personnage, en fait, a accès directement à Moscou, puisque sa boîte de mercenaires, en fait, a travaillé directement avec Wagner pendant des années, notamment en Libye. Donc, à l'heure actuelle, il y a des conversations certainement très confidentielles qui existent entre la future administration et le Kremlin. C'est vrai que là, c'est confidentiel. Très confidentiel. C'est juste, c'est quelques fuites, non, mais depuis quelques heures. Pourquoi les relations entre Trump et Poutine se font de manière discrète et indirecte, alors que Zelensky et Trump, ça se fait devant les caméras à plusieurs reprises, que ce soit pendant la campagne présidentielle ou que ce soit après. C'est peut-être là où c'est intéressant. Volodymyr Zelensky, il parle directement à Donald Trump, qui par essence, effectivement, est imprévisible. Donc il faut se méfier. Mais le président ukrainien estime qu'il a quand même des liens privilégiés. Écoutez. Trump peut être décisif. Je pense que c'est la chose la plus importante pour nous. Ses qualités sont là. Il peut être décisif dans cette guerre. Il peut nous aider à arrêter Poutine. Je pense qu'il est à la fois fort et imprévisible. J'aimerais beaucoup que l'imprévisibilité du président Trump s'applique principalement à la Russie. Vous l'avez dit, il est imprévisible. Donc, depuis quelques semaines déjà, on se dit quand il arrivera au pouvoir, il veut arrêter cette guerre, il va négocier directement avec Poutine. Et si c'était l'inverse? Et si je disais plutôt il faut que je me mette plutôt du côté de l'Ukraine et que je torde le bras à Poutine? C'est une possibilité qui a été évoquée à plusieurs reprises. C'est-à-dire que si le dialogue ne se fait pas d'une manière telle que l'entend Trump, il n'y a aucune raison qu'il ne dise pas à un moment donné puisque c'est comme ça, j'envoie tout ce que j'ai comme armement à l'Ukraine et je soutiens l'Ukraine au maximum. Ce n'est pas à exclure, au contraire. On est dans une situation de rapport de force et ce que veut Trump, c'est réussir son pari d'obtenir cette paix sur laquelle il s'est engagé, finalement, d'une manière politique. Et s'il veut être le grand leader, pas le leader Maximo, mais le grand leader mondial de celui qui peut amener la paix en tant que gendarme du monde, en quelque sorte, il va prendre tous les moyens à sa disposition pour y arriver. Donc il voudra obtenir d'ailleurs de l'un et de l'autre, de Zelensky et de Poutine, des gages, qui soient autour de la table et qu'ils acceptent finalement de réduire finalement leurs prétentions de part et d'autre en termes de sortie de guerre, et que là, le deal, il se fera comme ça. Et pour en obtenir cela, après, il y aura les promesses des États-Unis en disant, soit je fournis de l'armement, soit je fournis une aide économique, soit je fournis ceci ou cela, ou un soutien dans un conflit quelconque. Tout ceci va rentrer dans la balance, et puis on a un émissaire qui est quand même aux affaires depuis plusieurs semaines, qui est le général Kellogg's, dont on ne parle pas, mais forcément, on parle de l'administration Trump. L'administration Trump, il est dans la discrétion normale de ce genre d'activité pour essayer de voir un petit peu là où on peut rapprocher les uns ou les autres, et d'autre part là où ce n'est pas négociable. Pour l'instant, ce qu'on a publiquement, c'est que rien n'est négociable de part et d'autre. Et Trump voudra qu'il y ait quelque chose qui se négocie. Donc maintenant, l'imprévisibilité, elle est là. Qu'est-ce qu'il est capable de donner? Qu'est-ce qu'il est capable d'imposer à l'un et à l'autre? Parce que c'est un ménage à trois. Il va bien falloir que le médiateur sache faire pression sur l'un et sur l'autre et obtienne finalement de part et d'autre qu'il y a une acceptation de l'échange, d'un échange. Parce qu'en fait, n'oublions pas, Trump, c'est un businessman. Donc concrètement, qu'est-ce que toi tu apportes? Moi, je t'apporte ça. Qu'est-ce que j'ai à gagner de ça? Moi, Trump, grand pacificateur. Alors attention, parce que dans un ménage à trois, il y a toujours une partie lésée. Oui, mais il y en aura forcément une, parce que d'abord, la notion de paix. On a du mal à définir qu'est-ce que sera la paix après, je dirais, ce conflit. Est-ce que la paix, il y a quand même normalement un qui a gagné et un qui a perdu? La question est, il va falloir permettre à ce que l'un et l'autre ne perdent pas la face. C'est aussi ça la diplomatie. Et l'un et l'autre pourront dire, oui, en fait, on a gagné. Même s'il a perdu peut-être un tiers de son territoire, ou même si l'autre a été obligé de retirer une partie de ses troupes d'un territoire. Donc un certain nombre
on a l'habillage après diplomatique qui fait qu'à la lumière du monde, à la face du monde, on va dire mais non, j'ai pas perdu, finalement j'ai gagné. Donc ça aussi c'est l'enjeu. Mais je vois pas comment aujourd'hui, honnêtement. Non, là pour l'instant on ne voit pas la solution. Mais ce qu'on voit aussi à l'œuvre là, c'est Volodymyr Zelensky qui essaye de flatter un maximum Trump. Il essaye de se le mettre dans la poche quand même. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut comprendre que dans ce type de relations internationales, d'habitude les États-Unis, lorsqu'ils rentrent dans ce type d'action diplomatique, ils jouent le tiers de confiance. Autrement dit, ils essayent d'avoir la confiance et de l'un et de l'autre pour amener les deux parties à la table d'une négociation. Mais si ce tiers de confiance balance plus d'un côté que de l'autre, on peut prendre par exemple ce qui s'était passé avec Yasser Arafat et avec Begin ou avec d'autres intervenants israéliens, que ce soit là ou dans un autre cas, il est important que celui qui va engager ce processus soit vraiment le tiers de confiance. Et là, ce qu'il y a de particularité, la particularité de Donald Trump, c'est qu'il est ni le tiers de confiance de l'un, ni le tiers de confiance de l'autre. Et que donc il veut imposer une Pax Americana par la brutalité. Parce qu'il va forcer et les uns et les autres. Et après, la question, c'est est-ce que ce sera sur le plus grand dénominateur commun ou sur le plus petit dénominateur commun? Est-ce qu'on va être sur la file le plus mince qui peut arriver à une forme de consensus? La guerre sera gelée, et puis on mettra des garanties qu'on sait flottantes de toute manière, parce qu'elles seront flottantes. Bien sûr. Ou est-ce qu'on va arriver à quelque chose qui sera beaucoup plus large? Et c'est cette coquille-là qu'on ignore aujourd'hui. Mais je crois que ce qui est vraiment très différent comparé à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent dans l'élaboration d'un processus de paix, qu'il commence par un cessez-le-feu et qu'il aille jusqu'à la signature d'une paix réellement entre l'envahisseur et celui qui a été envahi, parce que c'est comme ça ici que ça s'est produit, c'est que là, on a quelqu'un qui s'introduit dedans et qui, à mon sens, n'est ni le tiers de confiance de l'un, ni le tiers de confiance de l'autre. Et que dans ce jeu-là, chacun des interlocuteurs, et Zelensky et Poutine, ont intérêt à laisser entendre à l'autre qu'en fin de compte, sa fenêtre de tir en tiers de confiance est beaucoup plus large que l'autre. Et de laisser cette pollution. Et pour Donald Trump, c'est de jouer aussi sur cet équilibre et cette confusion. C'est de laisser entendre aux uns aux autres que peut-être qu'il a plus entendu ceci, plus entendu cela. Et qu'il garde la main. Aujourd'hui, au sein de ces relations internationales, il y a une porosité entre la Russie et les États-Unis, entre les États-Unis et l'Ukraine. Mais non seulement ça a eu lieu pendant ce conflit, pendant les 3 ans, ça durera après. Et ça aura lieu pendant. C'est naturel. On a bien vu que les commandements militaires ukrainiens et américains, il faut se rappeler qu'en septembre 2022, si les Ukrainiens gagnent Kiev, c'est parce qu'il y a eu un wargame organisé entre Ukrainiens et Américains. Il y a eu une porosité. Cette porosité, elle ne s'est pas effacée du jour au lendemain, elle existe. Donc elle existe des deux côtés, mais de manière différente et avec des volontés différentes. Et quelle est votre analyse, Vincent? Pourquoi les relations, les pourparlers, en tout cas les discussions entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump se font au grand jour? Alors, il y a le fait qu'évidemment, Volodymyr Zelensky peut voyager, donc ils ont pu se rencontrer physiquement à New York en septembre et puis en décembre à Paris. Mais il y a eu des coups de fil. Pourquoi ça se fait pas comme ça? Pourquoi ça se fait pas directement par téléphone entre Trump et Poutine? Pourquoi ça se fait de manière discrète et indirecte? Pour l'instant, Donald Trump n'est pas encore en fonction. Oui, mais il s'entretient avec Volodymyr Zelensky, il l'a fait à plusieurs reprises. Oui, mais entendu, c'est plus facile. Les États-Unis sont les alliés de toute manière de l'Ukraine ouvertement, et la Russie est l'adversaire. Donc il peut difficilement aujourd'hui engager, s'afficher et engager une conversation. J'ajoute quand même que le format dit Notre-Dame a été extrêmement limité et restreint en termes de temps. Et l'attitude qu'avait Trump, d'ailleurs, à la sortie sur le perron de l'Élysée, n'engageait pas nécessairement une confiance et un intérêt commun entre les deux parties. On sentait quand même qu'il y avait énormément de réserves du côté de Trump. Ce qui est certain dans tous les cas, c'est que Trump n'acceptera pas la situation de blocage. Et déjà, les premiers mots de Lavrov la semaine dernière concernant ses appréciations concernant le plan de paix américain proposé par Kellogg's, donc Trump, en fait, n'était pas acceptable aux yeux de la Russie. Et je suis pas certain, puisqu'il adore le deal et les deals rapides, il a promis sous 24 heures, ce qui évidemment est une gageure impossible à tenir. Je suis pas certain que Trump accepte très longtemps, en fait, les palinodies russes en la matière.